Bienvenue sur la chaîne de Clapotis. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est consacrée à la méthode pour réussir son commentaire le jour de l'épreuve écrite. Bien souvent, vous avez justement, l'angoisse de ne pas savoir comment démarrer le commentaire et en fait, vous allez voir, dans cette petite méthode, il s'agit tout simplement de lister ensemble les bonnes questions qu'il faut se poser, pour avoir les bons réflexes, je dirais lors des 30 premières minutes qui vont être fatidiques pour vous. Mais elles ne le seront pas si vous appliquez bien cette méthode et surtout, vous vous faites ce que j'appelle la to-do list des bonnes questions à se poser. Et donc, on va imaginer aujourd'hui que nous sommes face, le jour J, à un texte qui est un extrait ou un extrait poétique ou un poème dans sa, globalité. Donc, on va, ensemble imaginer que vous êtes face à ce texte que vous venez de découvrir. Vous avez une première feuille de brouillon et vous avez dans votre tête ces fameuses questions que l'on va regarder ensemble tout de suite. Et sur votre brouillon, vous allez indiquer face à chaque question que vous posez, un mot-clé. Vous ne rédigez pas pour l'instant quoi que ce soit, vous allez mettre un mot-clé et vous avez compris que ces mots-clés vont devenir une belle liste de mots, à peu près 20 voire plus et dans ces mots-clés, vous allez forcément y retrouver ce qui sera en germe de vos futurs axes d'études. Donc on est le jour J et on est face au texte, vous vous souvenez, qui est donc un poème qui va s'inscrire dans l'objet d'étude poésie du 19e au 21e siècle. Alors c'est important de le repréciser, ça veut dire qu'en amont de vos révisions, vous savez que vous ne pouvez tomber que sur un texte dans ce balisage historique, donc 19-21e siècle. Donc en complément de ces bonnes questions, vous allez vous poser, bien sûr, vous allez revoir votre histoire littéraire, c'est-à-dire quels sont les mouvements poétiques majeurs, de cette période-là, quels sont les auteurs, aussi, importants, même si je vous garantis pas le jour J de ne pas tomber sur un poète, on va pas dire comme ça, mais, moins connu, par vos soins. Mais, en amont, donc vous faites vos petites fiches de révision d'histoire littéraire de ces, 3 siècles. Alors, on y va, on imagine, vous êtes face à ce texte et pendant ces 30 minutes, bah, vous effectuez bien sûr votre première lecture et le premier réflexe, c'est de vous poser, des questions autour du paratexte. Vous savez, tout ce qui entoure le texte littéralement et ce paratexte, c'est aussi bien sûr, le nom de l'auteur, le titre, du poème, voire du recueil dont il est issu et la date. C'est important, justement, pour pas vous tromper dans éventuellement son appartenance à un mouvement littéraire. Et puis, dans le paratexte, on comprend aussi, vous savez, ce fameux petit chapeau introductif qui est écrit en italique et qui précède votre poème en tant que tel. Alors, dans le commentaire littéraire, vous n'avez pas le droit d'utiliser de ce chapeau introductif et de le recopier tel quel. Par contre, ceux qui ont créé le sujet, attention, le mettent en faisant en sorte qu'il y ait des indices suffisamment importants pour que ça vous serve de piste éventuelle. Donc, quelles sont les informations qui sont données? Le contexte historique, littéraire, culturel, le mouvement littéraire, est-ce que vous pouvez identifier? Si vous voyez par exemple, 1820, peut-être que votre mot-clé qui va apparaître sur votre brouillon, ça va être romantisme. Tout de suite, posez-vous la question, quel est le thème général? Est-ce que c'est, une plainte amoureuse, l'exaltation, du poète, ou au contraire, l'impression que vous avez face à un texte qui, défend la liberté? Enfin bref, vous mettez ces mots, défense de la liberté, romantisme et cetera, au fur et à mesure sur votre liste. Donc déjà rien que ça, de par votre première lecture, c'est ce que je dis très souvent, faites marcher votre intuition. Vous l'avez lu une première fois, qu'est-ce que vous avez tout de suite ressenti? Et en général, de ce que vous avez ressenti, c'est, les choses quand même les plus importantes. On continue. 2e point sur lequel, vous allez être vigilant, c'est l'organisation du poème. Comment, le thème, apparaît? Donc on l'a vu précédemment, mais on commence un petit peu à peaufiner. Quelle est la tonalité? Alors là, bien sûr, quand on parle de tonalité, on est bien d'accord que l'on évoque les registres littéraires. En l'occurrence, est-ce que c'est, un registre lyrique, pathétique, didactique? Enfin bref, vous avez toute la liste et si vous ne l'avez pas justement, voyant,
ce tutoriel, dites-vous que vous avez matière à retrouver des registres littéraires dans un manuel scolaire, qu'il soit papier ou numérique. Et n'oubliez pas aussi que sur Clapotis, dans les podcasts, vous avez une série qui est consacrée au vocabulaire essentiel de chaque objet d'étude. La fameuse série s'appelle Clap Lexique. Donc je vous invite à revoir si vous avez un petit doute sur les registres. Ensuite, posez-vous la question qui parle. Est-ce que, semble-t-il, c'est l'auteur en tant que tel ou c'est un personnage qui est inventé et qui se trouve dans le poème? Donc vous mettez aussi ça sur vos mots-clés. L'organisation du texte, bien sûr, comment le poème est-il structuré? Est-ce qu'on a affaire à une forme fixe, comme par exemple un sonnet? Est-ce que ce sont des vers libres? Un poème en prose? Quel type de rimes? C'est des rimes suivies, croisées, embrassées? Pareil, vous avez un doute sur, tout ce vocabulaire, ça veut dire qu'il faut que vous revoyiez justement tout ce lexique essentiel. Et donc vous continuez, sur votre brouillon à marquer, des choses toutes simples, sonnet, rimes croisées, et cetera. On continue, après l'organisation, du poème en tant que tel, on va s'intéresser à sa spécificité. Donc quelle est sa nature? Est-ce qu'on a affaire à un sonnet, une fable, une ode, un poème en vers libre? Donc les registres, quelles figures de style sont facilement, repérables, voire répétées, dans, le texte? Est-ce que, vous en repérez, à minima 2 ou 3? Attention à ne pas tomber dans le piège de vouloir ne voir que des figures de style. Un commentaire et un texte, quel qu'il soit, ne s'appuie pas seulement sur ce procédé, même si vous avez été habitué à repérer des figures. Ensuite, les champs lexicaux. Est-ce que, justement, vous en repérez, qui soient, facilement, identifiés? Est-ce qu'ils se complètent ou, justement ils sont antithétiques? Est-ce qu'ils, mettent en évidence, quelque chose de, significatif, avant tout? Donc, ça, vous essayez justement, de repérer, tous ces aspects-là et pareil, vous continuez à marquer vos différents mots-clés. On arrive ensuite à la musicalité du poème. Bien sûr que le jour J, vous ne pourrez pas ne pas évoquer l'aspect musical, puisque c'est ce qui fait aussi la singularité du poème par rapport aux autres genres. Donc, quel est le type, de vers privilégié? Les rimes sont-elles disposées de manière à ce que, justement, il y ait un effet significatif? Et là, vous commencez à mettre sur votre brouillon et à réfléchir sur les mots qui sont mis à la rime. Est-ce que déjà c'est des rimes féminines, masculines? Quels sont les mots qui sont mis à la rime et qui se font écho? Quelles sont leurs connotations? Est-ce qu'ils ont un sens particulier? Est-ce qu'ils vous évoquent quelque chose, justement, de manière particulière? Et voilà, toutes ces, sonorités, bien sûr, n'oubliez pas, de vous intéresser aux allitérations et aux assonances et dans ce cas-là, ne confondez pas. Allitération, c'est les consonnes, tout simplement pour vous en souvenir, allitération, le mot en tant que tel se finit par une consonne et assonance, ce sont les voyelles. Et pareil, vous commencez à faire votre travail par association d'idées. Voilà, c'est des consonnes qui sont dures, pas agréables ou c'est des assonances qui sont agréables comme les et, les voyelles ouvertes. Essayez aussi d'analyser, le rythme, est-ce que c'est un rythme saccadé, régulier? Est-ce qu'on a l'impression vraiment qu'on a affaire à une sorte de quelque chose de mélodique, comme, voilà, une musique? Et vous listez tout ça. Et une fois que vous avez, toutes ces questions, en général, vous êtes posé toutes ces questions, en général, vous avez à peu près une vingtaine de mots et avec la pratique et l'entraînement, de toute façon, un mot va induire une association d'une autre idée. Donc ça, c'est aussi vous verrez avec la pratique. Donc vous allez mettre, vous avez votre liste, pardon et là, vous allez vous munir d'un autre stylo et vous allez entourer ce qui spontanément et intuitivement, vous paraît être les mots les plus importants. Imaginons, on a une vingtaine de mots et bien vous essayez de vous dire quels seraient de ces 4 rubriques que j'ai listées, les mots les plus importants et essayez d'en entourer à peu près, 2, 3 ou 4. Et vraiment, là, vous faites l'effort de vous dire: «Allez, si je regarde tous ces mots, le plus important, c'est quoi?» Et généralement de ceux qui, découlent des questions autour du thème, du registre, vont peut-être être les plus importants. Et vous avez compris que ces mots que vous entourez vont devenir potentiellement vos futurs axes d'études. C'est ce qui, ressortira de façon majoritaire, dans votre texte et les autres mots, bien sûr, vous ne les jetez pas, vous
déchirez pas votre brouillon, bien au contraire, ces autres mots vont constituer les sous-parties de vos axes d'études. C'est-à-dire que les autres, vous allez les relier à l'un, des mots que vous aviez estimé comme étant le plus important. Et donc, ce que vous allez faire aussi, vous allez faire attention à ce que, les mots-clés que vous avez entourés comme pour, qui pour vous étaient les plus importants, vous allez vérifier que ces mots que vous avez entourés ne se répètent pas, mais se complètent bien. C'est-à-dire qu'ils font émerger 2 idées fortes qui sont, différentes. Alors peut-être que l'une induit l'autre, mais surtout ce qui est important, c'est qu'ils se complètent. Et là, vous êtes sûr de faire à ce moment-là 2 axes qui vont faire émerger des choses significatives et importantes, et vous évitez la répétition ou au pire, le hors-sujet. Et puis bien sûr, c'est pas le centre même de la vidéo ici, mais qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Les mots donc qui, restaient, vous allez, les resélectionner pour faire en sorte qu'ils constituent 3 sous-parties et le reste aussi que vous allez faire consistera à vous dire, ben, en face de chaque mot qui correspond à une sous-partie, quels sont les vers, les portions de vers pour lesquelles, pour le coup, là, je vais faire un travail plutôt stylistique. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le travail qui va arriver après ces fameuses 30 premières minutes. Les fameuses micro-analyses ou, cette idée que vous allez, zoomer, avec votre microscope sur, tel procédé avec toujours, mais ça on vous l'a appris, je cite un vers, j'observe un fait grammatical ou stylistique et j'en dis l'effet produit. Donc j'observe et j'interprète. Et ça, j'ai envie de dire, c'est, après ces fameuses 30 minutes. Donc pour compléter, tout ce que l'on vient de dire ici, n'oubliez pas, vous avez aussi d'autres tutos sur la chaîne de Clapotis qui vous dit effectivement, comment, procéder face à la nature du texte que vous avez sous les yeux. Vous avez aussi les tutos, d'histoire littéraire et s'ils ne sont pas sur la chaîne, sachez que vous retrouvez, tout cela sur les podcasts, éducatifs de Clapotis. Donc n'hésitez pas aussi à vous rendre sur la plateforme et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous pour nous faire connaître davantage. D'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.